la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. L'Union africaine, le chef de l'État et président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu des échanges tour à tour avec ses pairs de la SADC et les commissaires européens au développement. Au centre, les questions sécuritaires dans l'Est de la République démocratique du Congo et l'aide à la coopération. Remise ce matin des écoles réhabilitées dans la commune de Kimbanseke, c'est le ministre de l'EPSP qui a réceptionné ce bâtiment financé par l'Agence française de développement. 3 tonnes de matériel médicaux remis ce mardi pour les hôpitaux congolais au ministre de la Santé publique, dont de l'ambassade des États-Unis d'Amérique. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette édition unique du journal télévisé sur la télévision nationale. Journal reculé de 3 heures et pour cause, la retransmission des rencontres de la Coupe d'Afrique des Nations Afrique du Sud 2013. Il y a exactement 300 jours. 300 jours d'une guerre injuste. 300 jours d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo, 300 jours de tueries, des viols et des massacres. À ses frères et sœurs victimes des conflits armés, nous leur dédions ce soir ce journal. Comment mettre un terme au conflit qui déchire l'Est de la République démocratique du Congo? La question a été débattue par le président de la République, Joseph Kabila Kabange, avec ses pairs de la SADC, ainsi qu'avec son homologue de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma, à l'hôtel Hilton d'Addis Abeba, en marche du 20e sommet de chefs d'État de l'Union africaine. Depuis Addis Abeba, Kibambe Somwe, Issa Jamari Basilonga. Addis Abeba, où il a pris une part active aux travaux du 20e sommet de l'Union africaine, le président de la République, Joseph Kabila Kabange, a eu des entretiens à l'hôtel Hilton avec son homologue de l'Afrique du Sud, Jacob Zuma. Le renforcement de relations bilatérales, d'amitié et de coopération entre Kinshasa et Pretoria était au menu de cette rencontre à laquelle ont pris part le ministre des Affaires étrangères, Raymond Tshibanda, et l'ambassadeur de la RDC en République sud-africaine, Mpoku. L'Afrique du Sud est avec la Tanzanie, la Zambie et le Malawi, des pays qui ont déjà pris l'option de participer dans la force d'interposition dans l'Est de la RDC. Toujours à Addis Abeba, le président de la République a participé en marge des assises de l'Union africaine à un sommet extraordinaire de la communauté économique des États d'Afrique australe. La rencontre a été axée sur l'audition du rapport de la Troïka Défense Sécurité Politique de la SADC sur le règlement de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Il se dégage de ces sommets qu'un consensus a été trouvé quant à l'intégration des forces neutres d'interposition au sein de la mission des Nations Unies pour des raisons de rapidité, des ressources financières disponibles et des moyens logistiques. Les ministres de la Défense et les chefs d'état-major de la CIRGL et de la SADC s'étaient réunis pour harmoniser et se mettre d'accord sur le schéma du déploiement de cette force. Ces déploiements devront être sanctionnés par une résolution de l'Union africaine qui sera envoyée au Conseil de sécurité des Nations Unies. Déjà, les sous-secrétaires d'État aux Nations Unies chargés de la paix et la sécurité a rassuré sur les processus rapides de mise en œuvre de ces déploiements. Restons toujours à Addis Abeba, l'Union européenne rassure son aide à la coopération et au développement de la République démocratique du Congo. Déclaration du commissaire européen au développement Anolin au sortir de l'entretien qu'il a eu avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange, à Addis Abeba. Kibambe Somwe, Issa, reportage. L'Union européenne soutient les efforts des dirigeants de la conférence internationale sur la région de Grand Lac pour trouver des solutions à la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC et à la stabilité de la région. Le commissaire européen au développement Andris Piebalgs l'a déclaré au sortir de l'entretien qu'il a eu à Addis Abeba avec le président de la République, Joseph Kabila Kabange. L'homme d'État européen a réitéré la disponibilité de l'Union européenne d'apporter son appui au développement en RDC, mais également à la force d'interposition en cas
d'une résolution des Nations Unies irrélative. J'étais encouragé à seguir avec toutes les initiatives diplomatiques et avec toutes les réussites pendant les négociations qui nous sont en bon chemin pour garantir la paix et la sécurité dans l'Est du Congo. Et bien sûr, l'Union européenne reste toujours à disposition pour soutenir l'aide humanitaire ou les questions de la coopération. Ça veut dire que j'ai vraiment encouragé par tous les processus qui étaient faits pendant ce sommet africain. Nous avons aussi discuté les possibilités d'utiliser l'aide au développement qui fait partie de l'Union européenne pour renforcer toutes les réformes d'État, ça veut dire pour renforcer la bonne gouvernance, pour renforcer aussi les réformes dans le secteur de sécurité. Et nous sommes toujours prêts à engager pour soutenir une bonne réforme, comme nous avons fait à l'époque pour soutenir et engager les élections. Et nous sommes les partenaires les plus larges de la coalition anti-DRC et nous voulons continuer là, mais nous voulons aussi être utiles. Tous les processus doivent être sous les guides nationaux des Nations Unies et après, bien sûr, nous sommes prêts aussi à regarder ce qui est nécessaire et c'est toujours que tout le monde cherche appui financier. Et si les demandes vont venir, qui étaient légitimées par les Nations Unies, nous sommes toujours favorables pour chercher les moyens pour soutenir l'initiative. Et puis autre chose, à présent dans ce journal, une chronique. Elle est signée Guillaume Koukoumamengi Pondi et revient sur les 300 jours d'agression dans la partie est de la République démocratique du Congo avec ses conséquences. Mais pour les chroniqueurs, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil finira par apparaître. C'est déjà 300 jours d'agression de la République démocratique du Congo qui arrive au moment où la voie de la sagesse, issue d'un consensus de chefs d'État membres de la conférence internationale de la région de Grand Lac, CIRGL, qui ont privilégié les pourparlers entre le gouvernement de la République et les forces négatives pour une lecture des accords de 23 mars 2009. Les deux parties sont encore à Kampala, en Ouganda. Quel que soit le nombre de jours et le temps qu'ils s'accordent, ces pourparlers auront bien une issue. Si déjà ils ont permis de faire tomber les masques, si déjà ils ont permis à connaître le Judas et le pourvoyeur, les rebelles du M23, qui sont au tamis de faits et de réalités, ont oublié certaines exigences, telles l'imaginaire cessez-le-feu, le partage du pouvoir, pour ressembler à la copie collée des assises de Sun City ou la question d'ordre constitutionnel. Une avancée, dirait-on, certes, mais qui bégaye au rythme d'humeur de maîtres penseurs et commanditaires. Le blocage actuel des pourparlers à Kampala tire bien sa signification, plutôt ses mobilisations à cela. À 300 jours, le gouvernement, par ses délégués, s'interdit de verser dans le non-ordre du jour ou encore au prescrit du sommet des chefs d'État membres et initiateurs de ces pourparlers. Cette logique aide les autres à tout revoir, même à la place qu'il est aisé de mettre une virgule, un accent ou un point. Le pourparler de Kampala ne sont pas la seule voie de sortie pour restaurer la paix en République démocratique du Congo. Au contraire, la série des rencontres internationales que mène le chef de l'État, Joseph Kabila Kabange, au plus haut sommet, permet à la République démocratique du Congo d'espérer de restaurer sa quiétude troublée intentionnellement. 300 jours d'agression. La République démocratique du Congo qui ne cesse de compter ses innocentes victimes, corse ses hommes de troupes motivés. Cette accalmie observée est capitalisée pour soigner des milliers de victimes de cette agression et aussi s'occuper pleinement de la situation humanitaire plus que difficile, où tout un peuple a été mis en errance, s'accommode à sa situation de fortune. La prière des Congolais en cette date n'est qu'une seule et unique. Le Congo sera un et indivisible. Et sous le soleil, cette nation congolaise vivra dans la paix. C'est le serment d'espoir. L'humanité qui apporte secours à la République démocratique du Congo aura sa récompense, au détriment de ceux qui apportent une solidarité verbale. Changeons de chapitre et parlons des activités du Sénat. Le gouvernement congolais entend reprendre des négociations avec le Fonds monétaire international
pour un nouveau programme après l'expiration de l'accord. Le chef de mission pour la République démocratique du Congo au département Afrique du Fonds monétaire international, Norberto, l'a dit à l'issue de l'entretien ce mardi 29 janvier 2013 avec le président du Sénat, Léon Kengo-Wandondo, membre du groupe consultatif pour l'Afrique subsaharienne. Bertin Ekofo, John Kayumba, signe ce reportage. C'est surtout en sa qualité de membre du groupe consultatif du FMI pour l'Afrique subsaharienne que le président du Sénat, Léon Kengo-Wandondo, a reçu une délégation du Fonds monétaire international conduite par Norbert Toy, chef de mission pour la RDC au département Afrique du FMI, venu lui présenter les civilités. Le groupe consultatif est un groupe d'éminentes personnalités qui se rencontrent 2 fois par an pour dire à notre département ce que nous faisons en Afrique, si c'est bon ou si ce n'est pas bon. Donc, à ce titre, nous sommes venus lui rendre compte de ce qui va se préparer pour la prochaine réunion. Cette rencontre avec le président du Sénat survient après l'arrêt du programme avec le gouvernement congolais qui entend relancer un nouveau programme. Le gouvernement congolais a souhaité reprendre des discussions sur un nouveau programme. Donc nous sommes venus à Kinshasa, M. Fischer et moi-même, pour écouter les autorités. Comme vous le savez, le programme a expiré. Ils veulent s'engager dans un nouveau programme. Nous voulons les entendre directement nous dire au Fonds monétaire comment ils voient quels sont les objectifs de ce nouveau programme. Les négociations n'ont pas encore commencé. Un mot de l'économie dans ce journal. La République démocratique du Congo enregistre des performances économiques. Mais comment les traduire dans le social des Congolais? Les opérateurs économiques de la FEC ont présenté une analyse sur cette évolution en 2012 avec de pistes de solutions. C'était au cours de la cérémonie d'échange de vœux, cérémonie couverte par notre confrère Joël Lungenza et Jacques Kilama. Comme au début de chaque année, la cérémonie de présentation des vœux à la Fédération des entreprises du Congo FEC constitue une occasion de jeter un rapide regard rétrospectif sur les événements majeurs qui ont marqué la vie économique nationale et le monde des affaires et d'en tirer quelques enseignements pour l'avenir. Dans ce propos, le président national de la FEC, Albert Youma, a analysé la situation socio-économique de la RDC en 2012, l'état des relations entre la FEC, le gouvernement et les principaux partenaires. Il a ensuite présenté un survol des principales activités de la FEC en 2012 et quelques perspectives pour 2013. Albert Youma a reconnu des efforts fournis par le gouvernement pour la croissance économique, marquée par une stabilité du cadre macroéconomique, avec des indicateurs tels que le taux de croissance du PIB de 7,2%, alors que les prévisions l'estimaient à 6%. Une inflation située à 2,7%, c'est-à-dire bien en dessous de la projection initiale de 9,9%. Malheureusement, l'a dit le représentant du secteur privé, s'appuyant sur les inquiétudes exprimées par le chef de l'État dans son discours, ces performances ne se traduisent pas dans le social de la population congolaise. Pour cela, la FEC propose un certain nombre de réformes économiques à entreprendre ou à poursuivre par le gouvernement, ainsi que l'assainissement du climat des affaires pour attirer davantage des investissements pour une production interne et casser la dépendance du pays à l'exportation. Albert Youma a fini son discours par dévoiler l'une de ses passions, qui est l'amour pour le Congo qu'il voudrait voir fort économiquement. Je vous avoue que j'aime la République démocratique du Congo. J'aime sa population qui mérite mieux que ce qu'elle vit aujourd'hui. Je me battrai et je parlerai toujours du développement économique et social de ce pays et de sa population sans arrêt. Je veillerai toujours à ce que des bonnes lois et des bonnes mesures économiques soient prises pour permettre le déploiement de l'activité économique sur l'ensemble du territoire par des opérateurs économiques crédibles et sérieux qui travaillent non pas pour dépouiller l'État et appauvrir le peuple, mais pour développer et apporter le bonheur à travers le succès de leurs entreprises. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonne année et je vous remercie. Vous gardez encore pour cette page consacrée à l'économie, le parallélisme social entre les mesures incitatives du gouvernement dans le secteur de l'économie et les théories scientifiques. Voilà le thème de la conférence animée par le ministre de l'économie à l'université de Kisangani. Témoin de l'événement, Pierre Mbouyo Saïti. C'est en sa qualité de chef de travaux à la faculté des sciences économiques à l'université de Kinshasa que le ministre de l'économie et commerce, Jean-Paul Nemoya Tobagebole,
a animé une matinée académique à l'université de Kisangani, matinée qui portait sur le sujet d'actualité dans son secteur de compétences, à savoir l'exclusivité du petit commerce réservé aux nationaux, la dédollarisation de l'économie congolaise, les processus de l'amélioration du climat des affaires et tant d'autres sujets encore. À un moment donné, l'environnement macroéconomique de notre pays était caractérisé par un taux d'inflation très élevé, les coûts augmentaient à chaque moment. Depuis que nous sommes là, nous avons réussi à maîtriser les cadres macroéconomiques. Le taux d'échange est resté presque stable. Et donc cela donne de la valeur, réalité de la valeur intrinsèque de le franc congolais. Aujourd'hui, on peut épargner un franc congolais. Fort de ces acquis, alors nous disons, d'autant plus que la Constitution reconnaît le franc congolais comme l'étalon de valeur. C'est ainsi que le ministère de l'économie et du commerce, dans le cadre de la dédollarisation, nous avons pris des mesures, l'affichage des prix en franc congolais. Devant un auditoire rempli de membres du corps professoral, académique ainsi que la grande communauté estudiantine de l'université de Kisangani, le ministre Nemoyato a établi un parallélisme entre ces différentes mesures gouvernementales et les théories scientifiques enseignées dans l'université congolaise. De l'économie aux finances, il n'y a qu'un pas. Les experts dans le secteur de la gestion des finances publiques ainsi que d'autres personnalités sont à l'école de reddition des comptes du budget de l'État. Cette rencontre se déroule dans la salle paroissiale Notre-Dame de Fatima. Patrick Kyungo. Une conférence débat sur la reddition des comptes du budget de l'État, devoir d'exigence pour une gestion rigoureuse des finances publiques, a été animée ce samedi 26 janvier 2013 dans la salle VIP de la paroisse Notre-Dame de Fatima par l'honorable Idambito Bakaoto Jean Baudouin. C'était en présence des anciens et nouveaux présidents de la Cour des comptes, des anciens parlementaires, des professeurs d'université ainsi que d'autres personnalités. Ces références sur les observations de la Cour des comptes, sur les projets de loi portant arrêt du compte général de la République et règlement définitif du budget de l'État pour le dernier exercice, et celles faites par le gouvernement de la République, l'orateur du jour a fait savoir que le Parlement ne joue pas correctement son rôle en tant qu'autorité budgétaire et organe de contrôle des finances publiques. Dans un cas comme dans l'autre, le Parlement ne prend pas de sanctions, ne se limitant qu'aux recommandations creuses, a-t-il renchéri. Pour pallier à cette situation, l'honorable Idambito Bakaoto Jean Baudouin formule quelques recommandations, notamment la libération de la Cour des comptes et de la tutelle du Parlement. Ainsi donc, la Cour des comptes deviendra une justice indépendante, mais conseillère du président de la République, du Parlement et du gouvernement de la République. L'intensification des relations de collaboration entre la Cour des comptes et les autres corps de contrôle du gouvernement, plus spécialement avec l'Inspection générale des finances. Il s'agira donc de renforcer les sanctions vis-à-vis des gestionnaires et comptables indélicats dans les domaines de la mauvaise gestion. Faire de la République démocratique du Congo un pays émergent soutenu par ses ressources dont les hydrocarbures, tel est le but du forum sur le potentiel en hydrocarbures de la République démocratique du Congo, ouvert depuis ce mardi à Kinshasa. C'est le ministre des hydrocarbures qui a donné le coup d'envoi des travaux. Bobette Eyenga Lissama était là pour le compte de la RTNC. Le secteur des hydrocarbures de la RDC excite l'intérêt des investisseurs. C'est dans ce cadre qui se tient depuis ce mardi 29 janvier 2013 le forum Pétrole et Gaz sous le thème « Le potentiel en hydrocarbures et les opportunités d'investissement ». Une rencontre organisée par IPAD, Partenariat pour le développement de l'infrastructure africaine, en collaboration avec le ministère de tutelle. Ce forum permettra aux participants de réfléchir pendant 2 jours sur les opportunités d'investissement, le cadre juridique des hydrocarbures, le niveau d'avancement de l'exploration et la gouvernance des ressources pétrolières et gazières. À l'ouverture des travaux, le ministre Crispin Atama Tabé Mogodi a indiqué qu'à travers cette activité, la RDC est plus que déterminée à être un pays émergent soutenu par ses ressources dans les hydrocarbures, d'où l'importance pour ses dirigeants, experts et partenaires de réfléchir pour l'optimisation dans ces secteurs. Aussi a-t-il souligné que le gouvernement projette la construction de nouvelles raffineries et des pipelines à l'ouest et au sud du pays pour renforcer l'approvisionnement du pays en produits pétroliers et soutenir la croissance économique.
signalant que plusieurs entreprises évoluant dans le secteur des hydrocarbures prennent part à ces travaux qui se tiennent à l'hôtel Memling de Kinshasa. Tout à fait autre chose à présent. La Belgique et l'UNICEF veulent appuyer la République démocratique du Congo pour une bonne application de la loi portant protection de l'enfant. Tel est l'objet de la table ronde de la mise en œuvre de cette loi. Ces assises ont été présidées par le ministre des Affaires sociales, Charles Nawej, n'est-ce pas, Eugénie Dada-Chabani? Les ministères congolais impliqués dans la protection de l'enfant, à savoir les affaires sociales, le genre et la justice, s'investissent avec l'appui des partenaires, notamment l'UNICEF et le gouvernement belge, pour une bonne application de la loi portant protection de l'enfant dans l'intérêt supérieur de l'enfant en République démocratique du Congo. C'est dans cette optique qu'il faut placer la table ronde de la mise en œuvre de cette loi ouverte par les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Charles Nawej Mundele, en présence de la ministre du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, en charge de la jeunesse, de l'aide à la jeunesse, de l'action sociale, de l'adoption et de l'aide aux détenus, Madame Evelyne Hitzburg. Après la table ronde, la ministre bruxelloise en charge de la jeunesse était reçue par les ministres des Affaires sociales, Action humanitaire et Solidarité nationale, Charles Nawej Mundele. La séance sera suivie de la présentation du projet de création de l'Institut supérieur des travailleurs sociaux initié par Charles Nawej Mundele avec l'appui de l'UNICEF et du gouvernement belge. La concrétisation de ces projets est fixée au mois d'octobre prochain. Après cette présentation par les coordonnateurs de ces projets, Bruno Mafungu, la ministre belge s'est dit très satisfaite. Je suis vraiment très admiratif du travail qui a été fait et qui a été fait en bonne collaboration avec des experts de chez nous pour mettre sur pied cette école d'assistants sociaux. Je pense que c'est vraiment fondamental que la collaboration se situe au niveau de la formation. Changeons de chapitre. Au ministère du Genre, Geneviève Inagossi Kassongo a échangé avec la ministre bruxelloise en charge de l'aide de la jeunesse. En toile de fond, la signature dans le tout prochain jour du protocole d'accord sur l'application de la loi portant protection de l'enfant en République démocratique du Congo. Paul Landou, Betty Amani. La ministre en charge de la jeunesse, de l'aide à la jeunesse, de l'action sociale et de l'aide aux détenus du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Evelyne Hitzburg, séjourne à Kinshasa pour appuyer les gouvernements congolais dans la mise en pratique des textes juridiques portant protection de l'enfant en RDC. La ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagossi Kassongo, et sa collègue bruxelloise ont échangé sur le renforcement du protocole d'accord sur l'application de lois portant protection de l'enfant en RDC. Il était question pour les deux personnalités d'échanger sur la collaboration entre les trois ministères de la RDC. Il s'agit des ministères du Genre, de la Famille et de l'Enfant, des Affaires sociales et de la Justice sur les matières prioritaires en rapport avec les droits des enfants en RDC. C'est un protocole d'accord qui existe déjà depuis 2009, mais qu'on vient renforcer encore sur plusieurs matières, mais qui sont déjà très concrètes. C'est par exemple la constitution d'une école pour travailleurs sociaux, c'est aussi toute la question de l'adoption, mais c'est aussi le travail des rues, le travail avec les enfants ici. Parlons éducation avec la réception par le ministre de l'EPSP, Maker Mwangou, des écoles primaires complètement réhabilitées dans la commune de Kimbanseke, sur financement de l'Agence française de développement. Jean-Pierre Tibangou, Mami Esther Kabobwe, était là pour le compte de la RTNC. Les élèves et enseignants des écoles primaires de Malavu, Biela et Mayamba, dans la commune de Kimbanseke, peuvent désormais travailler dans des bâtiments réfectionnés et donc dans de meilleures conditions. Ces bâtiments qui, il y a quelque temps, n'avaient rien d'une école, viennent de faire peau neuve. Le projet de réhabilitation de ces écoles a bénéficié de l'appui financier de l'Agence française de développement à travers la coopération technique belge et son projet d'appui à l'enseignement primaire APEP. L'Agence française de développement inscrit la réalisation de ces projets dans le cadre d'appui à la stratégie de développement du sous-secteur de l'EPSP et du plan intérimaire de l'éducation. L'heure est maintenant à la mise en œuvre de ce plan intérimaire de l'éducation. La réhabilitation, la reconstruction des écoles représente un axe fort de la politique d'accès à l'éducation, avec la volonté de réhabiliter 20 000 salles de classe sur la période du programme.
À en croire Luc Alad, ambassadeur de la France en République démocratique du Congo, ces projets de réhabilitation et construction des écoles dans les 3 provinces, à savoir Kinshasa, Bandundu et Bas-Congo, va doter ces provinces des écoles nouvellement réhabilitées. Pour le gouvernement, l'appui communautaire dans la construction des écoles reste l'approche privilégiée. L'appui éducatif constitue un point fort de la coopération belgo-congolaise, a indiqué le représentant résident de la CTB. Dans ces secteurs de l'éducation, dans le souci de permettre aux écoles de la capitale d'être à la page avec les nouvelles technologies de l'information, Benelux Afro Center, une ASBL internationale de Congolais de Belgique, a remis de matériel informatique composé des ordinateurs aux 7 écoles de la ville de Kinshasa, dont reçus par le ministre de l'EPSP. Encore une fois, retrouvons Mami Esther Kabou. Du matériel informatique par 7 écoles de la ville de Kinshasa permettra aux élèves et aux enseignants de ces écoles bénéficiaires de se familiariser avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication et de progresser dans une dimension socio-éducative d'apprentissage, d'appropriation et de création de contenus formatifs. Cette action est menée conjointement par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire et professionnel et ses partenaires, notamment Benelux Afro Center BAC, une structure initiée par les Congolais de la Belgique dans le cadre de la lutte contre la fracture numérique ou analphabétisme numérique. Le ministre de l'EPSP, Makiar Mwangou, a procédé à la coupure symbolique des rubans et à la visite des classes informatiques au lycée Movenda de Ngiringiri et au lycée Toyokana 1 et 2 de Kassavubu. Il a indiqué que cette acquisition va dans le sens de la modernisation du système éducatif congolais et démontre le souci de la diaspora congolaise d'accélérer le processus de développement de la nation. Le président de BAC, Ndoudi Fassi, a affirmé que ces projets visent la solidarité numérique au bénéfice de l'éducation de qualité en RDC. D'autres écoles bénéficiaires sont le lycée Kabambare, le collège Abbé Loya 1 et 2, le collège Alingwa et l'Institut technique météorologique d'aviation et de télécommunications. Les chefs d'établissement et des élèves bénéficiaires ont tour à tour reconnu que cet appui logistique va permettre l'accès aux informations dans cette bibliothèque scolaire moderne. Nous nous rendons cette fois-ci à l'UPEN. Guy Blaise Kiti qui nous dit qu'à la suite des événements qui sont survenus à l'UPEN, l'association des professeurs de l'UPEN a donné sa position. L'Université pédagogique nationale, en sigle UPEN, a été créée par décret numéro 005/007 du 23 février 2005. Au terme de ce décret, l'UPEN est une université à part entière, comme toutes les autres universités, et non une université entièrement à part, et encore moins une université taillée sur mesure. L'Université pédagogique nationale, UPEN, en sigle, répétons-le, est la 4e université officielle et la première créée par l'État congolais depuis l'accession de notre pays à l'indépendance, et ce, par la volonté du président de la République, son Excellence, M. Joseph Kabila Kabange, par le décret précité. Le contenu du décret la créant comme université est le même que celui créant d'autres universités d'État de notre pays. Les missions de l'UPEN sont celles confiées à toutes les universités, à savoir assurer la formation des cadres de conception dans les domaines les plus divers de la vie nationale à travers des programmes diversifiés, organiser la recherche scientifique fondamentale et appliquée, orientée vers la solution des problèmes spécifiques du pays, compte tenu de l'évolution de la science, des techniques et de la technologie dans le monde. Aucune filière organisée à l'UPEN ne peut être supprimée, encore moins les niveaux de 2A et les doctorats qui doivent fonctionner normalement. Toutes ces structures sont régies conformément au décret fondateur de l'UPEN. Changeons de chapitre, parlons santé. 3 tonnes de matériel médicaux remis ce matin au ministre de la Santé publique, geste posé par l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en République démocratique du Congo. La cérémonie s'est déroulée à la clinique quinoise en présence du ministre Félix Kabange-Numbi. C'est une bouffée d'oxygène pour la clinique quinoise qui vient de recevoir un lot important des équipements et de fournitures médicaux
constitué des lits, matériel chirurgical, kits chirurgicaux et autres fournitures essentielles. Un don du commandement des États-Unis en Afrique, AFRICOM. Estimé à hauteur de 290 000 $ américains, le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, a réceptionné ce matériel à titre symbolique des mains de l'ambassadeur des États-Unis en RDC, James Entwistle, et a invité les bénéficiaires à en faire une utilisation rationnelle. L'un des objectifs assignés au ministère de la Santé est celui de pouvoir justement apporter des soins de qualité à la population, de voir la clinique quinoise, à l'exemple du Phénix, renaître de ses centres. Ces équipements doivent être installés et doivent fonctionner dans l'hôpital. Il ne faudrait pas qu'on trouve ces équipements en dehors de l'hôpital. L'ambassadeur des États-Unis en RDC a émis le vœu de voir ces intrants avoir un impact durable sur la clinique quinoise et surtout sur la communauté à laquelle cette clinique rend service. Restons toujours dans ce domaine de la santé. Le ministre de la Santé publique plaide pour l'appui de partenaires afin d'atteindre les objectifs du millénaire dans son secteur. C'était au cours de la cérémonie d'échange des vœux. Virginie Lofembe, reportage. Avec l'appui des cadres du ministère de la Santé publique et de tous les partenaires du dit secteur, sous l'impulsion du Premier ministre Augustin Matata Pogno, plusieurs réalisations ont été faites dans le cadre de la feuille de route 2012. Du plan quinquennal issu du plan national de développement sanitaire 2011-2015, ayant entre autres pour objectif combattre les grandes endémies et répondre aux différentes épidémies signalées ça et là à travers le pays. Dans le cas échéant, le contrôle de l'épidémie de la fièvre hémorragique à virus Ebola en province orientale, de la poliomyélite dont aucun cas n'a été enregistré en 2012 sur toute l'étendue de la République grâce à un travail de fourmi mené sur terrain par les services de santé publique. Un travail qui a abouti à des actions multisectorielles d'éducation sanitaire, d'assainissement progressif des villages et des quartiers urbains affectés, ainsi que l'approvisionnement en eau potable. De ce fait, 900 villages avec 1,80 million d'habitants ont été déclarés assainis, sans oublier la lutte contre le VIH-Sida avec 53 780 PVV sous traitement antirétroviral. Ce tableau peint par le ministre de la Santé publique, le Dr Félix Kabange Numbi, devant les cadres de son ministère et des partenaires de son secteur lors de la cérémonie d'échange de vœux est une preuve éloquente de la volonté du gouvernement de la République de traduire en actions concrètes les priorités du chef de l'État dans le secteur de la santé. Cette toile aussi riche en images a incité le patron de la santé publique à définir les priorités de son secteur pour l'année 2013, parmi lesquelles la mobilisation des ressources financières supplémentaires. Je compte donc sur chacun d'entre vous et sur le soutien de vos organisations pour que 2013 soit une année qui inaugure l'accélération des progrès en vue de l'atteinte des objectifs nationaux et des objectifs du millénaire pour le développement. La mutuelle Fondation Ntunga a remis un don de médicaments et autres matériels médicaux à un hôpital du village d'Nselo, territoire de Madimba. Nous sommes ici dans le district de la Lukanga. Son président, Billy Ntunga, a fait plusieurs autres dons à la jeunesse de cette partie de la province du Bas-Congo. Antoine Roger Bolamba pour les commentaires. Ce ne sont pas les bonnes volontés qui manquent dans la province du Bas-Congo. Pour preuve, la mutuelle Fondation Ntunga, que préside l'acteur politico-social Billy Ntunga, s'est lancé depuis sa création dans la philanthropie. Très récemment, il a communié avec la population du village d'Onselo, territoire de Madimba, dans le district de Lukaya. Sur place, Billy Ntunga a remis un don des médicaments et des matériels médicaux à un grand hôpital. C'était au cours d'une cérémonie qui a connu la participation des notables de cette partie de la province du Bas-Congo. Le donateur a encore payé la somme de $1 500 pour la libération des malades bloqués dans cet hôpital, faute de paiement des frais hospitaliers. Cet acte de générosité a été salué par les populations bénéficiaires. Ceux-ci ont, à leur manière, salué cette énième action de leur bienfaiteur Billy Ntunga. Ils ont même souhaité que ces œuvres se poursuivent dans leur territoire. L'acteur social Billy Ntunga, qui veut relayer la cohésion nationale prônée par le chef de l'État à l'attention de la jeunesse, a sensibilisé également les élèves de l'école primaire Sebko Nselo. Selon lui, ces jeunes enfants, futurs cadres du pays, ont intérêt à connaître aussi les avantages d'appartenir à l'espace francophone. En outre, pendant 2 ans, la RDC préside la francophonie.
Et plusieurs initiatives seront prises sous la houlette de Bilin Tunga pour outiller suffisamment les élèves bas-congolais aux notions élémentaires de la francophonie. Avant de quitter cette école, il a constaté le délabrement avancé de cet établissement scolaire qui a besoin des tôles pour reconstruire sa toiture. En définitive, Bilin Tunga a bouclé sa journée chargée en remettant 9 ballons aux jeunes sportifs de cette partie de la province du Bas-Congo à l'issue d'un match de foot organisé pour les sensibiliser à la paix et au développement de leur province. Les bénéficiaires ont été tous en émoi. « 46 officiers de la police judiciaire du ministère de Mines ont prêté serment. C'est le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe, Adeline Kisula, qui a reçu ces serments. Thomas Bassilois, Suzanne Loumane. 46 officiers des polices judiciaires du ministère des Mines ont prêté serment ce mardi 29 janvier 2013 devant le procureur de la République près le tribunal de grande instance de la Gombe, Adeline Kisula. Durant 9 mois, les OPJ ont été formés à l'Institut supérieur d'investigation policière dans les domaines de la criminologie, la minéralogie, la technique des cartographies, les droits pénals, les droits de l'environnement, la procédure pénale, accompagnée d'un stage de 45 jours. Le directeur général de cette institution a démontré que ces OPJ sont à la hauteur de la tâche qui les attend. Nous profitons de l'occasion pour remercier le ministère des Mines par le biais de son secrétariat général qui nous a fait confiance d'assurer la formation de ces derniers et vous prions de faciliter et promouvoir autant opportun ces récipiendaires qui se trouvent devant nous. Après la prestation de serment, le procureur de la République près le tribunal des grandes instances de la Gombe a demandé à tous les OPJ du ministère des Mines de bien s'appliquer au travail qui leur sera demandé, c'est-à-dire de rechercher et de constater les infractions prévues dans les codes miniers. Vous êtes aujourd'hui investis du pouvoir de rechercher et de constater ces infractions sans complaisance et surtout de m'en faire part afin de mettre leurs auteurs hors d'état de nuire pour l'intérêt général. Adeline Kisula a renchéri en disant que nul ne peut exercer ses fonctions s'il n'a pas été approuvé par les procureurs de la République par l'acte des prestations de serment. Faisons un tour dans le Katanga. Une minoterie au bénéfice de la population du Katanga, African Reeling, une minoterie en pleine construction, couvrira le besoin en denrées alimentaires de première nécessité de cette population. Le gouverneur de province, Moïse Katumbi Tchapoué, encourage cet investissement privé. Un reportage d'Espérance Cage et Joseph Kabé, RTNC, Katanga. D'ici la fin de l'année 2013, la province du Katanga et le reste de la République démocratique du Congo, habituellement approvisionnés en farine de maïs en provenance de la Zambie, seront coupés de cette dépendance alimentaire. Une grande minoterie de la haute technologie appartenant à des privés est en train de voir le jour dans la ville de Lubumbashi. Il s'agit de la plus grande minoterie de l'Afrique centrale avec une capacité de produire plus ou moins 400 tonnes par jour, c'est-à-dire 12 500 sacs de farine de maïs par jour. Le gouverneur de province Moïse Katumbi Tchapoué a visité ce vendredi 18 janvier le chantier de cette infrastructure située à 5 km de la route Lubumbashi-Likasi sur la route Kinsévéré au quartier Jolicite, une façon d'encourager ces investisseurs. Notons ici que le chef de l'exécutif provincial mène une lutte très engagée contre la faim à travers toute sa juridiction. Cette minoterie va donc répondre aux attentes de la population du Katanga et d'ailleurs. Des silos prévus au nombre de 7 sont en train d'être installés. Un dépôt qui contiendra plus ou moins 200 000 sacs de farine de maïs est presque achevé et la production de la farine est prévue en septembre 2013 prochain. Le gouvernement provincial du Katanga s'implique personnellement pour l'exonération du maïs en provenance de l'étranger et exhorte par ailleurs les entreprises minières à superposer l'exploitation des minerais à l'agriculture. La population du Katanga tout entière est également invitée à s'adonner à l'agriculture. Il y a des investisseurs qui sont venus. La société Terra avec un groupe des autres investisseurs. Ça va être le premier moulin en Afrique centrale. Et vous savez, on dépend toujours de la Zambie. Bon, quand on ferme la frontière, c'est tout un problème. On a pu voir ça
à la fin de l'année, quand j'étais obligé de partir en Afrique du Sud et d'amener le maïs. Heureusement, Dieu merci, le Premier ministre a dit donner l'exonération pour le maïs et aussi pour les minotiers qui veulent venir investir dans le pays. Culture, l'écotourisme ou tourisme écologique, c'est le titre de l'ouvrage publié hier à Kinshasa. Son auteur, Célestin Nikiama, ce livre a été porté sous les fonds baptismaux par le ministre de l'Environnement, Thérèse Olenga. Fabrice Diokoli, Ouazenge pour le reportage. Célestin Nikiama Manzamba est fier de présenter son ouvrage sur l'écotourisme ou le tourisme écologique. Pour l'écrire, ce chercheur associé à la chaire UNESCO est parti du constat selon lequel l'eau est un scandale en République démocratique du Congo. Mais lorsqu'il faut la convertir et la rendre accessible à tous, cela pose énormément de problèmes. Publié aux éditions universitaires européennes en Allemagne, ce livre a été baptisé par Madame le ministre provincial du genre, de l'environnement, communication et éducation, Thérèse Olenga Kalonda. Les différents intervenants à cette cérémonie se sont accordés à dire que quand les ressources ne sont pas converties en biens et services, elles ne servent à rien. Car, ont-ils poursuivi, les populations vivent plutôt de la création des richesses réelles et non des ressources tout court. Après avoir parlé de son observation des sites Mami Mapayot et village Ntsele, l'auteur Célestin Nikiama a décrit à l'assistance sa motivation pour cette publication. En écrivant ces livres, ma préoccupation s'était essentiellement placée à chercher des voies et moyens pour arriver à disponibiliser les effets positifs qu'engendre cette ressource en capitaux frais. Ce livre est vendu à 39 € au centre Wallonie-Bruxelles. Vous avez reconnu la voix de notre confrère Antoine Roger Bolamba, 63e anniversaire de père Barnabit au Congo. Les anciens du collège Saint-Paul de Bukavu l'ont célébré avec faste le dimanche dernier. Suivez ces reportages. Tout a commencé par un culte d'action de grâce célébré à la chapelle du couvent des pères barnabistes à Limete. Le père célébrant a exhorté le collégien à cultiver les vertus prônées par le père fondateur de la congrégation des barnabistes, l'amour, la fraternité, l'unité et le partage. À l'issue de cette Eucharistie, les anciens de Saint-Paul se sont retrouvés autour d'un repas en famille pour leur échange de vœux. Une nouvelle année s'ouvre pour un meilleur avenir du collège Saint-Paul de Bukavu, confronté aux multiples problèmes. Une préoccupation exprimée par le président du CERCAP. J'invite tous les anciens élèves du collège Saint-Paul de la République démocratique du Congo qu'ils se sentent interpellés et que nous devons nous unir pour mettre en valeur les morales chrétiennes apprises au collège Saint-Paul. Parce qu'aujourd'hui, comme nous sommes dans la vie active, nous devons prouver à tout le monde que réellement nous avons bénéficié de bonnes formations au collège Saint-Paul et qu'aujourd'hui, le projet majeur que nous avons au collège Saint-Paul, c'est de lui doter d'une bibliothèque digne de ses noms. Et cette bibliothèque, nous pensons devoir la doter au collège Saint-Paul d'ici la fin de l'année. De son côté, le ministre de la fonction publique, Jean-Claude Kibala, a réitéré le vœu de voir le collégien raffermir davantage leurs liens de fraternité et d'amour. Vous voyez que parmi nous, il y a quand même des gens qui contribuent énormément au développement de notre pays grâce à cette école-là. Donc, remettre l'ascenseur pour que les jeunes aussi, demain, puissent nous remplacer valablement. Deux communiqués avant de nous séparer. L'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture UNESCO en sigle lance un appel à candidature pour la 5e édition du prix UNESCO Jiski Mémoire du Monde. Ce prix vise la promotion de la préservation de l'accessibilité du patrimoine documentaire en tant que patrimoine commun de l'humanité. Les institutions nationales ou les personnes physiques intéressées sont conviées à déposer au secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO leur dossier accompagné de documents complets à envoyer à Paris le 31 janvier 2013 au plus tard. Les informations complémentaires ainsi que le formulaire d'inscription sont disponibles au secrétariat permanent de la Commission nationale pour l'UNESCO, 6 avenue des Ambassadeurs à Kinshasa, Gombe.
Le deuxième communiqué, la Direction générale de l'Office des routes porte à la connaissance du public qu'elle organise la vente publique de ces matériels déclassés à l'Équateur, au Maniema et dans la province orientale, au lieu et suivant le programme ci-après. Affichage des listes de matériel à vendre le 28 janvier 2013. Visite de matériel concerné et dépôt des offres à partir du 29 janvier 2013 jusqu'au jour de la vente à 9 heures précises. Vente publique pour la province de l'Équateur, Nord-Équateur, lieu Guémena aux installations du centre matériel 371 de l'Office des routes, date le 14 février 2013 à partir des 10 heures. Sud-Équateur, lieu Mbandaka aux installations du centre matériel 370 de l'Office des routes, date le 18 février 2013 à partir des 10 heures. Pour la province orientale, lieu Kisangani aux installations du centre matériel 470 de l'Office des routes, date le 14 février 2013 à partir des 10 heures. Pour la province du Maniema, lieu Kindu aux installations du centre matériel 1170 de l'Office des routes, date le 13 février 2013 à partir de 10 heures. Les listes de ces matériels et les conditions de vente sont affichées sur les sites indiqués ci-haut au siège des directions provinciales concernées, à la Direction générale Office des routes à Kinshasa-Gombe et aux installations du département de gestion et maintenance de matériel situé à Kinshasa-Limité, avenue des Postes de poids lourds, numéro 512 à Kingabwa. Pour tout renseignement complémentaire, prière de contacter le numéro d'appel 09 97 74 19 74 et 09 98 26 50 09. Ce communiqué est signé par Moutima Sakrini Herman, ingénieur civil. Mesdames, Messieurs, ce journal est complètement terminé, coordonné par Brigitte Moupane, réalisé par Simon Kankolongo sous la supervision éditoriale de Guillaume Koukoumamengi Pandi, concours rédactionnel d'Hervé Poundi, Yvette Makontima et Judith Vouma. Merci aussi à Roger Moussi, l'interprète des malentendants. Demain, 7h, Agathe Makila. Nous disons également merci à nos amis techniciens, Redem Poy, Louison Moulongoy, François Kapiamba, Papin Toumba, qui ont concouru à la réalisation technique de ce journal. Merci, bonne suite des programmes sur la radio-télévision nationale congolaise.